First, thank you for all of your intervention. Merci pour toutes vos interventions, surtout celles en français. C'est une grande marque de respect. Merci. I want to ask you, we heard, us citizens, poor citizens, we heard about things like En tant que Ajax projects. En tant que citoyen, nous avons entendu parler de certains projets comme Ajax ou la propulsion magnéto-hydrodynamique, où on a entendu parler d'ionisation de l'atmosphère pour créer des précipitations dans les régions de sécheresse. Ma question est avec le pouvoir du complexe militaro-industriel et avec l'absence de connaissances, l'absence d'informations qui nous est donnée en tant que citoyens, nous sommes dans une position de doute, incluant par rapport à la dynamique des BRICS. Et je vous demande ce que vous allez faire pour reconstruire cette confiance, le lien entre les pouvoirs et les citoyens. Merci. Je demande si quelqu'un veut répondre à la question. I will give. Excusez-moi, je vais me prononcer en français. Je vais me prononcer. Je vais juste vous donner un exemple. Comment on peut rapprocher l'agenda national et un agenda international? Il y a un document doctrinal majeur, principal, qui détermine les grands axes, les principes et les buts de la politique étrangère de la Russie. Ça s'appelle le concept de la politique étrangère. La deuxième édition a été approuvée par le président Poutine en 2013. Et là, c'est indiqué les principes qui sont à l'origine de notre politique internationale, de la politique étrangère. La préoccupation principale, qui est le pivot ou en même temps la base de cette politique, c'est de créer ou de promouvoir ou d'assurer l'environnement extérieur favorable pour notre développement économique intérieur. Et ça veut dire, s'il n'y a pas de bonnes relations entre la Russie et les États voisins, s'il n'y a pas de cadre multilatéraux qui assure, disons, la bonne gestion des problèmes, à commencer par les problèmes environnementaux et jusqu'aux problèmes régionaux, il n'y aura pas la possibilité entre les États de s'entendre. Si chaque État, et là encore, je voudrais dire quelques mots sur la question de sécurité, ne considère pas la sécurité comme quelque chose d'indivisible, si un État peut espérer, comme c'est le cas actuellement souvent, que sa sécurité peut être assurée aux dépens de la sécurité des autres, et je pense notamment de l'OTAN, on n'ira pas longtemps, on n'ira pas loin, on ne saura pas créer l'agenda positif commun et la vision d'avenir commun. C'est ça qui nous manque en Europe notamment. Voilà. J'aimerais ajouter quelque chose. That was a very good question. C'est une très bonne question. Comment les BRICS peuvent répondre à ces nouvelles technologies, peuvent les maîtriser. L'un des principaux points d'accord entre les BRICS, au moins en tant que principe, c'est qu'ils veulent s'éloigner de cette mode que les marchés peuvent résoudre tout. C'est un mythe qui a été réfuté
après 2008, après la crise de 2008, que les forces du marché ne peuvent pas résoudre tous les problèmes du monde. Il faut aussi, je pense qu'il a dit qu'il faut aussi avoir recours aux technologies. Hello. Well, first of all, I'd like to. Oh, sorry. Monsieur Chise veut dire quelque chose. En fait, le développement des BRICS avec la géopolitique, c'est une question très intéressante. Je suis d'accord avec mon homologue indien, c'est-à-dire que nous ne devons pas ni surestimer ni sous-estimer le rôle de BRICS. C'est-à-dire qu'il est en formation aujourd'hui. Son rôle se traduit par différents niveaux, bilatéral, régional et mondial. Au niveau mondial, bien sûr, changera l'équilibre des forces mondiales, surtout les pays des BRICS, vis-à-vis de... C'est-à-dire que c'est un contrepoids dans le paysage mondial après, dans nouveau paysage international, non seulement pour les institutions internationales, mais aussi pour les institutions régionales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au niveau régional, les pays BRIC, chacun dans sa région est leader dans sa propre région. L'Inde en Asie du Sud, l'Afrique du Sud en Afrique et le Brésil dans l'Amérique latine, sans parler de la Chine. Donc, au niveau régional, il joue un rôle de promoteur des développements pacifiques dans l'économie. Donc, c'est un rôle non négligeable. Et maintenant, au niveau national, c'est-à-dire qu'il y a une intercommunication et échange très important entre les pays de BRICS. C'est-à-dire que nous devons faire attention non seulement aux grands projets, mais aussi aux projets qui peuvent concerner la vie quotidienne des gens. C'est-à-dire qu'on doit, par ce développement, améliorer la vie quotidienne des gens. Donc, les pays BRICS se développent, mais également leurs relations de coopération économique avec les autres pays se développent aussi. C'est une nouvelle entité qui est apparue dans le monde et son rôle s'étend, son rôle devient plus important aujourd'hui. Donc nous sommes dans une attente que cette entité joue un rôle plus important. Merci. Excuse me, Helga LaRouche wants to add something to this. I just want to Alors, je veux reprendre cet élément, comment franchir ou combler le fossé entre les dirigeants et les populations. Ce que je peux dire, c'est l'importance des rois philosophes. Les rois philosophes, et je crois que Xi Jinping est un exemple de roi philosophe. Lorsque vous lisez ses discours, comme celui qu'il a donné en Inde sur l'histoire de l'Inde, et ça montre que c'est un érudit très profond. Lorsque Modi a parlé d'un mouvement de masse pour le développement vis-à-vis des jeunes, pourquoi est-ce que Poutine est soutenu par 85% de la population, ce qui contredit entièrement ce que les médias disent à son égard? Moi, je rêve. Les jeunes veulent apprendre, ils veulent étudier, ils veulent faire partie de cette dynamique. Monsieur LaRouche, hier, a parlé d'une politique pour les États-Unis qui serait une politique gagnante-gagnante pour les Américains.
Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Please go ahead with your question. Well, first of all, I'd like Alors, to say that I'm really j'aimerais vous dire d'abord que je suis très content d'entendre tous ces grands pays parlant de coopération et d'harmonie pour l'avenir. J'entends souvent parler des bienfaits économiques de ce que ces pays amèneront. Je voudrais parler d'échelle, changer d'échelle par contre, en parlant des populations, toutes les peurs que nous verrons entre les plus riches d'un côté et les plus pauvres de l'autre. Je voudrais voir comment toutes les populations du monde pourraient avoir accès à la santé, à l'éducation. Je n'ai pas compris exactement sa question, mais bon, je pense qu'il a dit « je souhaite que ça viendra ». Let's continue. Allô? Amar Benoun d'Argenteuil. La guerre froide, la guerre chaude, un officier supérieur, un colonel de la NSA, a déclaré sur Internet Info Global que la guerre aurait lieu en été, espérant, dit-il, je cite, que la guerre ne sera pas nucléaire. Devant ces événements, est-ce que les BRICS ont pris conscience de l'urgence de se doter d'un moyen de défense commune, même s'il ne faut pas l'appeler le pacte de Varsovie? La deuxième question s'adresse au monsieur qui a dit que le système bénéfique, le capitalisme patrimonial de Milton Friedman et de Madame Thatcher a-t-il, selon lui, réussi là où le socialisme ou la social-démocratie a échoué? La deuxième question, si vous me permettez, cette semaine, on parle de terrorisme. J'ai écouté avec beaucoup de respect et d'attention Noam Chomsky, linguiste américain très connu, qui a déclaré que les pays terroristes, ce sont les États-Unis et Israël. Je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. La dernière question, si vous me permettez, je suis un peu long. Moi, je suis un syndicaliste retraité de la Société nationale d'études et de construction de moteurs d'avion de SNECMA. Je dis que j'ai connu le taylorisme, c'est-à-dire le travail à la chaîne. C'était, je peux en témoigner, de l'esclavagisme moderne. Aujourd'hui, avec les nouvelles conceptions du travail, avec les nouvelles réglementations du travail, les nouvelles conceptions des machines, est-ce que c'est différent? Je pense que moi, nous allons plus grave. Nous sommes devenus plus encore esclavagistes. Pourquoi? Parce que je regarde aujourd'hui, des hommes et des femmes vont mourir sur leur lieu de travail. Les gens travaillent 24 heures sur 24. Je vous remercie de m'apporter ces réponses. Merci beaucoup. So the first question was on defense. Donc, elle résume les questions pour les orateurs. He quoted somebody from the NSA saying that war could start this summer. Have the BRICS any thinking about a defense system to be built against this? Sur la question de la NSA, du danger de guerre, est-ce que les BRICS ont réfléchi à un système de défense? Is there any talks so far about any defense?
Jusqu'à maintenant, jusqu'ici, les négociations au niveau des BRICS, en tout cas au niveau académique, les BRICS ne se conçoivent pas comme une alliance de défense. Bien sûr, tous les pays des BRICS sont contre la guerre, l'usage de la force. Ils sont pour le dialogue multilatéral sur toutes les questions mondiales, comme la Syrie, l'Afghanistan. Ayant dit cela, les BRICS aimeraient contribuer aux idées pouvant faire baisser les tensions. Mais les BRICS ne pensent pas, en tout cas maintenant, à une action de type militaire. Peut-être que j'ai tort, mon collègue russe peut peut-être ajouter quelque chose là-dessus. Je suis d'accord dans la vision, pour l'instant, en tout cas intergouvernementale, dans le processus de négociation, de discussion. La vision des BRICS comme une alliance militaire n'est pas de mise. Ça ne veut pas dire que nos pays ne coordonnent pas leur position au sein des enceintes multilatérales, notamment en ce qui concerne les Nations Unies et le Conseil de sécurité. Et l'agenda en faveur de la paix, c'est quelque chose qui est sur les esprits de nos leaders. The other question, which seems several questions that were brought up, which are important, the second one is this question of la deuxième question sur la question du terrorisme et de l'esclavagisme dans les lieux de travail. Mais aujourd'hui, avec l'usage sur les lignes d'assemblage, ça peut être très moderne, mais les gens travaillent jour après jour sur les lignes de montage. Et même avec la modernisation aujourd'hui, les gens travaillent encore plus. Comment est-ce qu'on en sort? En fait, j'aimerais ajouter quelque chose concernant les BRICS. Les BRICS, l'émergence s'est faite d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce groupe d'un point de vue économique. Le problème auquel on est confronté est surtout d'ordre économique, c'est-à-dire le ralentissement. En Chine, on appelle ça la nouvelle normalité. La Russie, l'Inde, le Brésil sont confrontés aux problèmes similaires. Donc, entre nous, renforcer la coopération sur le plan économique, c'est la priorité. À ma connaissance, les BRICS n'ont pas eu de visée sur le plan de la défense. Ça, c'est mon point de vue personnel. Helga wants to add something. I just would like to comment on the Chomsky. Je voudrais commenter sur la déclaration de M. Chomsky sur la question du terrorisme, qui est responsable pour le terrorisme. Au cours de la prochaine période, nous verrons des changements gigantesques lorsque les 28 pages du rapport du Congrès sur les événements du 11 septembre, il y a un mouvement grandissant au sein du Congrès américain et des familles des victimes pour faire en sorte que ces pages soient publiées. Je suis sûr que ça va arriver. Ce qui sortira sera la collaboration entre les Britanniques et l'Arabie saoudite et certains éléments au sein des États-Unis. Mais la vraie question, comment arrêter le terrorisme, c'est comment faire pour arrêter l'Arabie saoudite. Et il faut suivre aussi la publication du DIA, l'agence du renseignement de la défense américain, concernant ce que savait l'administration Obama
sur les attaques du consulat américain de Benghazi en 2012, le 11 septembre 2012, lorsque l'ambassadeur Stevens a été tué. Ceci n'était pas du tout le résultat d'une action spontanée de la foule, mais l'administration Obama savait aussi qu'il y avait un transfert d'armes de la Libye vers la Syrie. Donc tout ça, c'est en ce moment sous enquête par une commission du Congrès sur Benghazi. Et cela mènera, en fait, ça va faire exploser les choses, ça va faire exploser les mensonges. Et pour en savoir plus sur ça, bon, vous pouvez suivre les mises à jour sur le site de Solidarité Progrès, parce que vous ne trouverez pas ça dans les médias, dans les grands médias. Alors, sur la question de l'esclavage moderne, bon, d'après ce que je comprends de votre question, c'est la question de l'égalité entre les riches et les pauvres. Si on regarde l'histoire des 400 dernières années, il y a eu 3 phases importantes dans les 3 phases de mondialisation. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'était la première. Après, dans les années 50, c'est la deuxième phase. Et ensuite, la troisième phase, c'est des années 90 jusqu'à aujourd'hui. L'histoire a montré 2 choses distinctes par rapport à ça. L'une montre que dans les 3 phases, la croissance économique et la productivité se sont accrues. Mais il est aussi vrai pendant ces 3 phases que les inégalités entre les pays, mais aussi au sein même des pays, s'est accru. Le processus de mondialisation a certainement donc conduit à des inégalités. Les riches sont devenus plus riches, les pauvres sont devenus plus pauvres. Et c'est particulièrement vrai dans les pays des BRICS. La Russie peut être une exception. Mais le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, leur histoire, en fait, dans les forums académiques, ils ont montré que les inégalités se sont accrues et ils en sont très préoccupés. On ne peut pas laisser seulement la croissance s'accroître et attendre qu'elle atteigne les pauvres. Ça ne marche pas. Il faut agir pour faire réduire les inégalités. Et évidemment, on apprend les uns des autres, des expériences des l'un et des autres. L'Inde, par exemple, a beaucoup appris du Brésil. Il a parlé d'une famille brésilienne, je crois, et des mesures du gouvernement brésilien. En Inde, on essaie de faire des choses inspirées de la famille Bolsa au Brésil. C'est une question très importante et nous essayons vraiment d'y apporter des solutions. J'aimerais savoir jusqu'à quel point vous connaissez l'histoire du système de sécurité sociale qui a été mis en place en France après la guerre par le Conseil national de la résistance. Ce sont des réformes très importantes. Le centre de ces réformes était de mettre, c'était que l'être humain est créateur. C'est pas seulement la question d'aider l'un, aider l'autre un petit peu, mais de vraiment donner aux gens ce dont ils ont besoin pour pouvoir créer. Parce que cette créativité est un immense moteur dans la société
tant au niveau de la recherche, de la production. Et ça, c'est ce qui doit être mis aujourd'hui, amené dans les processus de production dans les meilleurs pays aujourd'hui, dans la pratique quotidienne, en robotique, la production de machines. Il faut développer la capacité de penser, le pouvoir, la puissance de penser de les populations. Ça reste un défi. Prochaine question. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Mohamed Mahfoud et je suis le chef de l'organisation danoise syrien au Danemark. Je suis comme Syrien. J'ai une question à Monsieur Leonid Kadyshev de l'ambassade russe. Je suis comme Syrien et comme beaucoup de Syriens, le peuple syrien, je supporte le gouvernement syrien et je supporte votre président. Mais ma question, c'est que je suis un petit peu inquiet, comme beaucoup de Syriens, sur la position de la Russie, de le problème et de la guerre en Syrie. Comme on sait que ce guerre-là en Syrie, ce n'est pas comme on le voit à la télé ici en France et dans le reste des pays d'Europe ici, que c'est une révolution et le peuple syrien il veut des démocraties. Ça, c'est complètement de mentir. L'armée syrienne et le gouvernement syrien ils sont en train de se battre contre les terroristes et les extrémistes en Syrie pendant 5 ans. Je suis comme Syrien, je ne peux pas laisser tomber d'être inquiet, surtout comme je vois maintenant la Russie, il s'approche de la Saoudi-Arabie, et je deviens un petit peu inquiet de savoir est-ce que la Russie elle veut continuer d'être fidèle et défendre ses intérêts dans le Moyen-Orient et de défendre leurs amis dans le Moyen-Orient, ou on veut voir le scénario que s'est passé en Irak et en Libye, par exemple. Parce que maintenant, pendant 5 ans, l'armée syrienne elle a se battue pas seulement contre ces terroristes-là en Syrie, c'est indirect, c'est une guerre entre l'armée syrienne et le NATO. Quand on parle sur la Turquie, quand on parle sur la France, quand on parle sur les États-Unis, ça, ce n'est pas que Al-Qaïda et les ISIS qu'on se bat contre. Et je voudrais bien savoir, parce que si on voit toute cette aide qu'il prend, ces terroristes des États-Unis et de NATO, de la France et de la Turquie, de la Saoudi-Arabie, ça ne peut pas être comparé avec l'aide que l'armée syrienne ou le gouvernement syrien il prend de ses amis de la Russie ou des autres pays de BRICS. Merci beaucoup. La Russie a toujours été et reste et continue de rester un ami fidèle des Syriens dans leurs efforts de préserver un État unique, souverain et soucieux de la coexistence pacifique et apaisée entre les différentes communautés, soit religieuses, soit ethniques. La Russie est un farouche adversaire des terroristes d'où qu'ils viennent et quels que soient leurs agendas, puisque nous comprenons très bien que le terrorisme dans une région qui semble éloignée de votre pays revient vers vous si, avec d'autres pays partenaires, vous ne faites rien pour contrecarrer cette menace commune. La Russie également entreprend des efforts en vue de favoriser le dialogue entre Syriens, parce que c'est sûr que ça revient à Syriens avant tout de trouver le chemin politique vers la solution de la crise qui a secoué leur pays. Malheureusement, ensuite, a fait de la Syrie la victime d'enchaînement des processus extrêmement défavorables. Je ne dirais pas qu'on peut
qualifier les relations, notamment, vous avez mentionné, entre la Russie et la Syrie comme une sorte de rapprochement ou quoi que ce soit. La Russie essaie de maintenir les liens avec tous les acteurs majeurs de cette partie du monde, comme dans d'autres pays, si on parle des régions différentes, pour que toutes les portes pour les liens, pour le dialogue, soient ouvertes. Je voudrais finalement souligner une évidence qui malheureusement n'est pas à la portée de la compréhension d'un certain nombre de nos partenaires. Dans cette partie du monde extrêmement volatile, instable, qui est le Proche-Orient, comme en Afrique du Nord et ailleurs d'ailleurs, il est très important de comprendre que l'État, les institutions d'État, les assises étatiques restent le garant ultime du bien-être du peuple. Si on détruit l'État, il ne reste rien pour le peuple de subsister. Et c'est ça, malheureusement, qu'on voit, cette destruction de l'État en Libye, les tentatives qui ont été faites, d'en finir avec l'État en Irak, et les tentatives de le faire en Syrie et ailleurs. C'est très dangereux comme approche et on voit déjà les conséquences qui vont au-delà de ces pays qui nous concernent tous dans les différentes parties du monde. Merci. Go ahead. We have 8 more minutes of discussion before the lunch break. Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis une Polonaise vivant en France et je voulais demander, en fait, je voulais dire que après les élections de nos nouveaux présidents, c'est M. le Président Poutine qui était le premier à le féliciter, à la grande joie de tous les Polonais qui ont voté pour lui. Et je voulais savoir s'il est envisageable que la Pologne fasse partie de BRICS. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose des avancées? Et j'ai une autre question très très concrète. Il y a un groupe Tata en Inde qui devait lancer une voiture avec le moteur, avec l'air compressé, pas les gaz, mais l'air compressé. Et apparemment, ça a été stoppé par les soi-disant suicides du PDG des Tata. Alors, je voulais savoir si BRICS, qui sont pour le développement économique, ils envisagent de lancer des voitures et des avions qui fonctionnent avec l'air compressé. L'air, l'oxygène, en fait, l'air que nous respirons compressé en tant que carburant. Merci. Sur la première question, si je comprends bien, vous demandez si la Pologne pourrait être un membre des BRICS dans l'avenir. Est-ce que c'est juste avec l'arrivée du nouveau président? Les BRICS ne pensent pas à s'étendre, en fait. Il y a eu souvent des discussions à ce sujet. Essayer de... broadening versus deepening. Ah oui, c'est un processus qu'on s'est souvent posé en Europe. C'est est-ce qu'on s'élargit ou est-ce qu'on approfondit ce qu'on fait? À l'heure actuelle, les 5 dirigeants des 5 pays ont décidé que même s'ils vont coopérer avec d'autres pays dans certaines régions, en tant que groupe, nous n'avons pas l'intention de s'élargir. Mais nous voulons au contraire approfondir nos relations dans différents domaines. Sur la question des voitures à air comprimé, je ne suis pas très familier avec ça. Il y a beaucoup d'innovations en Inde. Le pays est encore en voie de développement et lui demande beaucoup d'hydrocarbures. Il a peu de ressources. Alors c'est vrai qu'on cherche des véhicules alternatifs.
et qui n'utiliseront pas trop de carburants fossiles et de diminuer aussi l'empreinte carbone. Mais à ce que je sache, il n'y a aucune initiative de la part des BRICS pour développer de nouvelles voitures. Si quelque chose arrive, nous allons coopérer entre nous, au moins au niveau bilatéral. Il y aura des coopérations entre, par exemple, l'Inde et le Brésil dans l'aéronautique, au niveau des transports, par exemple, sur les trains à grande vitesse. Il y a des discussions sérieuses entre la Chine et l'Inde. La Chine est devenue l'un des principaux pays qui a les technologies dans ce domaine, mais il n'y a pas d'effort conjoint des BRICS pour produire de nouvelles voitures. Et une dernière question. Je souhaiterais répondre aussi. Vous avez posé la question sur la coopération énergétique entre les pays BRICS. Donc ça, c'est de mon point de vue personnel. Entre nous, l'énergie est une base de coopération très importante. C'est-à-dire que nous sommes complémentaires structurellement entre nous. La Russie, qui est un producteur, et l'Inde et la Chine, qui sont consommateurs. Donc, sur le plan de structure, nous sommes complémentaires. Donc, la Russie a besoin de marché, et nous, avec l'Inde, sommes le plus gros marché. Donc, pour notre développement, nous avons besoin de l'énergie. Nous avons importé 310 millions de tonnes. Et pour l'Inde, ils ont importé 510 000. Et l'Inde dépasserait certainement 600 millions de tonnes d'importation. C'est-à-dire 70% de l'énergie sont importées. Donc, la coopération entre les pays BRICS, eh bien, l'énergie sera l'axe prioritaire. Donc, nous avons parlé d'une solution qui est donc un gazoduc qui, venant de la Russie en passant par la Chine pour atteindre jusqu'à l'Inde. Ce n'est pas simplement une idée, c'est un projet qui est déjà sous l'étude. C'est un projet qui correspond à l'intérêt des trois pays. Donc, ce genre de projet peut être exemplaire. Donc, c'est avec le Brésil et l'Afrique du Sud, nous savons que nous avons des intérêts communs. Nous sommes l'ensemble, nous sommes les plus gros producteurs et le plus gros consommateurs, et notre parole pèse sur le marché énergétique mondial. Nous connaissons tous la chute vertigineuse du baril de pétrole. Nous avons assisté à cela de façon impuissante. Nous ne pouvons pas remédier à cette situation. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à renforcer notre coopération sur cette scène pour notre voix s'entende. En même temps, pour la stabilité de la région, pour sauvegarder la sécurité de ces gazoducs, eh bien, nous avons également des intentions de coopération. Et même dans le domaine de nouvelles énergies, nous pouvons avoir une belle perspective de coopération également. Donc, la coopération énergétique, par exemple, j'ai pensé c'est à cette coopération entre nos trois pays, c'est-à-dire le sens d'acheminement, c'est de l'ouest vers l'est. C'est contraire à l'ancienne situation qui va de l'est plutôt vers l'ouest. Donc, il y a une zone de production en partant de l'Oural pour repartir vers l'Europe, vers l'Ouest. Mais cette situation est en train de changer. C'est-à-dire que de plus en plus d'énergie
russe et du Moyen-Orient s'acheminent vers l'Est. Donc il y a une interaction plus forte sur le plan d'intérêt économique entre ces régions. Donc si sur le plan de coopération dans le domaine de l'énergie, les BRICS pourront faire son premier pas, je crois qu'il y aura une impulsion très positive au développement de l'économie de l'ensemble de ces pays.